Déjà, bonjour. Bonjour à toi. Bonjour. Et je suis hyper contente de vous recevoir aujourd'hui, parce que sur cette deuxième édition de la table ronde, Parlons Performance ou Parlons Perf, on peut raccourcir si on a envie. Et aujourd'hui, la thématique, c'est une thématique qui est intéressante parce que vous intervenez plus ou moins sur cette thématique lors de nos formations, notamment la 3PS, il me semble, pour vous deux, surtout toi, Pablo, sur les soft skills. D'ailleurs, soft skills, on le dit comment en espagnol? Ah ouais, comment on dirait skills en espagnol? Bah non, mais non, ça doit pas être suave, non. Je ne sais pas. On ne sait pas? Tu pourrais me le dire? Je l'ai pas, non. Competencias, mais... Non. Quel dommage. Ben, nous ne sommes pas bilingues, en tout cas Suaves pas... habilidades. C'est vrai, ça. Voilà. Et en portugais, habilidades dos. D'accord. J'avais préparé mon coup. Très bien. Et du coup, bah, on va déjà vous présenter, parce que oui, on va parler de soft skills, qui est quand même une qualité essentielle sur les entraîneurs et tous les staffs sportifs. Mais j'aimerais d'abord qu'on voit un peu qui vous êtes. Et donc, j'ai des petites questions, un peu, ouais, comme à l'école. On va commencer avec toi, Baptiste. Nom, prénom, âge. Baptiste Fleureau, 29 ans. Ok. Alors attention, là c'est une question où il faut répondre par une seule réponse, parce que ça veut tout dire. Métier. Enseignant. Ok. Spécialité. Psycho du sport. Ok. Sport d'origine. Rugby. Très bien. Si tu devais être un mouvement ou un exercice de musculation. C'est pas mon domaine, la musculation. Je dirais un arraché. Ok. Oh là là. Non, moi je veux savoir pourquoi du coup. Parce que c'est la seule musculation qui me faisait pas trop chier, on va dire. Parce que j'avais l'impression d'apprendre des choses quand je le faisais. Ça c'est rigolo. Ok, très bien. Monsieur Pablo, nom, prénom, âge. Amouche Pablo, 33 ans. Voilà. Métier. Faut choisir. Optimisateur de la performance. Poète aussi à ses heures perdues, surtout. Voilà. Spécialité, donc de la performance, c'est ça? Ou tu as une autre spécialité performance sportive. Ah, voilà. Ok. Sport d'origine? Basket, haltérophilie. Les deux. Si tu devais être un mouvement ou un exercice de muscu? Ou de préparation physique, hein. Ça, à mon avis, pas trop de doute. Kettlebell swing. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un mouvement déjà puissant, minimaliste, et que je suis, entre guillemets, référence par rapport au kettlebell et strong first. Voilà, donc je suis instructeur. Donc, ouais, et puis tout le monde m'associe au kettlebell. Voilà. On m'a même offert un porte-clés kettlebell pour ma voiture. Donc, mes joueuses. Donc, voilà. C'est vrai, hein. Voilà. C'est vrai que KB et toi, c'est deux choses qui sont intimement liées, parce que moi je te connais aussi à travers ça. C'est toi qui m'as appris à faire des Turkish get-up. Oui. Donc voilà, qui est un mouvement que j'adore. Je ne suis pas très très bonne dedans, mais je l'adore. Et j'en mets partout dans toutes mes progs, pour tous les sujets. Turkish get-up, échauffement, Turkish get-up. Jeu, Turkish get-up. Donc merci à toi là-dessus. Dis-moi, Baptiste, si tu devais définir la performance. En un mot? Non, autant que tu veux. Pour toi, qu'est-ce que c'est la performance? C'est un système complexe avec pas mal de facteurs qui sont interreliés et interconnectés tout le temps. Ok. Du psycho, du physio, du technique, du tactique, du stratégique. Avec un petit brin de relationnel dedans, on va dire. Ok. Monsieur Pablo Amouche. Ouais. Je dirais que c'est une disposition, individuelle ou collective, à exploiter son talent et ses capacités techniques, physiques et mentales. Pour reprendre un peu les logiques, j'avais pas réfléchi au relationnel, mais voilà, une disposition individuelle ou collective à exploiter son talent et ses compétences psychologiques, techniques, physiques et mentales. Ok. Voilà. Donc là, c'est la réponse que vous me donnez en tant que
acteur du sport, professionnel. Mhm. Maintenant, si vous deviez expliquer la performance à un enfant, parce que tu ne peux pas la lire, c'est un peu plus compliqué. C'est faire du mieux que tu peux quand tu as besoin de faire quelque chose. Ouais. Un enfant à mon neveu ou à un enfant n'importe lequel? Non, mais on ne peut pas, c'est pas d'accord. possible, on ne peut pas faire comme ça. D'accord. Un enfant n'importe lequel. Un enfant n'importe lequel. La performance, c'est bah, tu vois le toboggan, tu es capable de le descendre sur le ventre. Voilà. Parce que tout le monde va le descendre sur le dos, sur les fesses, bah, tu es capable de le descendre sur le ventre. Vas-y, c'est ça la performance. Ok. Très bien. On va devoir les compiler, hein, toutes les réponses à ça tout au long de l'année. Et je ferai un best-of là-dessus, des meilleures réponses. En tout cas, celles qui me plaisent le plus. Et le toboggan, je pense que ça va être rigolo. Je ferai des petites BD aussi avec. La définition du soft skill. Vous pouvez lever la main, hein, ou buzzer si vous voulez. On n'a pas de buzz, mais... Définition soft skills, je dirais que c'est ce que les gens appellent les sciences molles. Et c'est tout ce qui permet de... c'est en fait tout le versant caché de la performance. C'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui se passe dans la tête, c'est tout ce qui se passe dans les relations entre les athlètes, entre les coachs et les athlètes, entre les coachs entre eux. Et ce qui se passe aussi à la maison, dans la famille, etc. Pour moi, c'est tout ça des soft skills qui se jouent et qui ne se voient pas en fait. Okay. Et donc on a du mal à vouloir entraîner, qu'on a du mal à prendre, à mettre vraiment sur le devant de la scène parce que c'est pas ce qui fait un corps bodybuildé, c'est pas ce qui fait de courir à 35-40 km/h. Voilà, c'est pas tout ça. C'est marrant, j'avais jamais entendu le terme science molle. Je trouve ça hyper négatif, enfin, comme tu sais, le molle. Il y a les sciences dures et les sciences sociales. Parce que sciences humaines, ouais, sciences exactes, on va dire, et sciences molles, j'avais jamais entendu. Je trouve ça. Mais moi, donc habilité douce, mais c'est pareil, ça fait molle, doux. On est, comme il disait, un peu à l'envers de la performance, qu'on attend d'être des durs et d'être des personnes, comme tu disais, armées, solides, etc. C'est ça qui me pose problème avec ce terme soft skills. Et pourtant, soft amène aussi un penchant où on peut être performant sans pour autant, comme dirait, être des durs à cuire et être des Avengers, quoi. Parce que même dans les Avengers, il y a des gens chill, tu vois. Donc, malins. Voilà, des malins, quoi, qui sont pas forcément tous des Hulk. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la force d'une équipe, c'est qu'ils n'ont jamais les mêmes pouvoirs. Et je pense que c'est hyper intéressant de comprendre le soft skills dans la capacité et le pouvoir de performer en utilisant d'autres leviers que ceux qui sont visibles, comme disait, pour reprendre ce que disait Baptiste. En fait, on a aussi l'entraînement invisible qui est autour de la partie récupération, sommeil, nutrition, préparation mentale. Mais les soft skills, ça, je pense, Baptiste est plus calé pour moi. C'est pas exactement la préparation mentale seule, puisqu'il y a d'autres aspects qui viennent de l'histoire du joueur, de l'entraîneur, du coach, qui viennent de ces réflexions, qui sont autres que de la préparation mentale à la performance. Et par exemple, ne serait-ce que le fait d'une culture, d'une routine générée, qui n'est pas dans une optique de préparation mentale, peut quand même, dans le relationnel et dans la communication qu'on amène aux joueurs, favoriser la performance, alors qu'elle n'est pas identifiée pour ça. Quand on te dit on va te faire une séance de force, c'est une séance identifiée pour développer la force. Alors que, je sais pas, le jour où tu vas amener un croissant et des pains au chocolat pour la reprise à tes joueurs et qui vont se dire « Ah putain, il est cool aussi quand même ce gars-là » ou le jour où tu vas proposer un beach volley parce qu'il y a entraînement mais que les mecs ils en peuvent plus, ou ils ont pris une énorme défaite de merde et qu'ils ont juste pas envie de retourner sur le terrain, ils veulent faire autre chose. Et que là, en fait, il fait grave beau, il y a une plage à côté de là où ils habitent, parce que je passais Narbonne ou Annecy, toute ressemblance à l'histoire réelle n'existe, voilà. Et en fait, tu vas utiliser ça pour retrouver de la cohésion, etc., et finalement performer. Donc voilà. Mais du coup, est-ce que vous faites le distinguo entre, parce que de ce que j'entends de l'un et de l'autre, Baptiste, toi, tu es plus sur les soft skills, sur l'athlète, de ce que... Sur
Dans la globalité, pour moi, les soft skills, en fait, c'est une structure. C'est qu'est-ce qu'on va transmettre comme... Dans toute la structure qui encadre l'athlète. Ouais, parce que pour moi, il y a l'athlète, puis il y a l'entraîneur, puis il y a le manager, puis il y a un président. Et selon comment ce modèle il est construit... C'est la structure, l'institution qui l'englobe, ouais. Alors que Pablo est plus en train de focus sur les soft skills de l'encadrant. Pour moi, c'est du prépa, du coach. Tout le monde le joue tout le temps en fait. Et ça se joue même entre les athlètes. Enfin, si on prend un sport co, c'est comment en fait les leaders du groupe ils vont amener une cohésion, comment ils vont faire quelque chose qui va faire que la mayonnaise apprend entre les joueurs et comment on travaille avec ces joueurs leaders, comment on travaille avec ces athlètes. Parce que du coup, je comprends comment une structure peut mettre des choses en place pour être dans ce côté-là de soft skills. C'est-à-dire il y a une stratégie qui est mise en place, je l'entends, ça je peux comprendre, comme dans une entreprise, comme dans autre. Mais par contre, je ne comprends pas, c'est là où peut-être que vous allez m'éclairer, comment quelqu'un qui n'a pas de manière naturelle cette empathie, parce que pour moi, après peut-être que je me trompe, c'est très en lien avec nos capacités à être empathique, à sentir l'autre. Tous les entraîneurs, tous les préparateurs physiques n'ont pas cette prédisposition à être bons dans les soft skills. Comme Pablo disait, l'attention d'aller chercher les petits croissants ou de capter chez l'athlète peut-être une faiblesse tel jour ou au contraire une force tel jour et s'engouffrer dedans pour soit apporter du mieux ou justement cadrer l'athlète. Ça demande d'avoir des capacités de thermomètre qu'on n'a pas tous. Est-ce que vous considérez que ça se travaille, qu'on peut l'enseigner, qu'il y a des outils qu'on peut avoir, mais il y a un moment donné, parce que toi, par exemple, tu donnes un cours, Pablo, sur la 3PS, dessus. Tu donnes des outils à nos stagiaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part où, on peut en débattre, il faut cette empathie naturelle? Alors, si jamais je peux rebondir là-dessus, parce que l'empathie, elle est importante, mais je pense qu'il n'y a pas de... C'est un peu comme le dessin animé qui est très bien, la vice-versa. Il n'y a pas de mauvaise émotion ou de mauvaise, on va dire, disposition, c'est simplement qu'elles sont mal utilisées. Un joueur ou un entraîneur qui va piquer une colère de dingue, qui va engueuler ses troupes, etc., ou qui va envoyer un message qui peut paraître négatif, ça peut avoir un impact hyper positif sur un groupe ou sur un entraîneur ou sur un joueur, alors que s'il avait été tout mielleux, tout gentil, en compassion, ça va le faire, tu vas voir, tu vas te me saisir, j'en sais rien, voilà. Après, inversement, on a les coachs qui pensent qu'il faut que gueuler sur ses joueurs, comme on a pu connaître dans les sports co avant, où ça se mettait des baffes et ça se tapait la tête contre les murs. Avant, c'était ça la préparation mentale d'ailleurs. On disait, il faut taper la tête contre le mur et c'est bon, mentalement, t'es prêt. Et que, en gros, si tu faisais un bisou à quelqu'un, c'était impossible quoi, d'aller au combat ensuite avec. Quoi. Donc, on va pas se faire la bise, quoi. On n'est pas des, tu vois. Donc, alors que moi, par exemple, des exemples de vestiaire où j'ai, par exemple, les joueurs à l'échauffement, ils se tapent la bise et ils font passer la bise comme ça. Pour rappeler juste qu'ils sont là à la base parce qu'ils se kiffent tous, c'est tous des potes. Ils vont à l'échauffement d'avant-match, d'abord ils commencent tous par je fais la bise, fais passer. Donc référence à mes joueurs d'Annecy Le Handball là en N1. Les mecs se rappellent qu'avant tout ils vont kiffer quoi. Ils sont là entre potes, tu vois. Parce que c'est ce qui les motive le plus. Hein. Après ça veut pas dire qu'ils castagnent pas, mais je t'assure que ça castagne fort. Voilà. Donc bienveillance, en fait ça part du fait qu'il n'y a pas de mauvaises émotions selon moi. Pour moi il n'y a pas de mauvaises émotions, elles sont simplement à bien être utilisées. Savoir les utiliser et potentialiser une émotion pour en utiliser son vecteur de puissance qui ensuite passe en pensée et en action, ou en action puis en pensée, enfin voilà, il y a plein de choses. Hein. Ça c'est les réflexions issues de la process com. En fait, tout le monde ne vient pas d'une émotion. Il y en a, ils pensent d'abord, ils agissent et après ça leur donne une émotion. Il y en a qui ont une émotion, ça leur fait penser à quelque chose, ensuite ils agissent. Il y en a, ils font d'abord, coucou c'est moi, je dois faire d'abord, ça me fait penser à quelque chose et ensuite ça me donne une émotion. Voilà, c'est la process communication,
psychanalyste Tony Tabi-Kaller qui avait développé ça il y a quelques années et qui est très utilisé dans le développement personnel. Mais c'est quelque chose qui, s'il est utilisé à bon escient, la Brosescom, dans l'entraînement sportif, elle est hyper intéressante. Donc voilà, après, je sais pas le regard qu'a du coup toi, Baptiste, sur les émotions. Pour moi, il y a une chose que tu as dit, c'est le mot attention. En fait, l'enjeu pour gérer tout ça, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette. Je rejoins tout ce que tu dis, mais c'est en fait, je suis attentif à ce que les autres ont besoin à ce moment-là. Et l'idée, c'est de, moi, en tant qu'entraîneur ou en tant que manager ou président, peu importe, mais la personne qui doit faire quelque chose à un moment donné, il doit être attentif à ce que les autres ont besoin. Déceler en fait dans les comportements, c'est sur un entraînement, si ton groupe il arrive et que tu vois que ils tirent tous la gueule parce qu'effectivement ils ont perdu ou autre, ou alors ils ont gagné la demi-finale mais il faut encore se projeter sur autre chose. Du coup potentiellement tu vas pas avoir les mêmes discours, mais du coup de quoi l'autre a besoin. Et c'est de sentir, c'est de connaître, et du coup ça demande de connaître vraiment un peu dans son intimité l'autre et d'apprendre à le découvrir. Souvent on fait pas ce lien, on a notre manière de fonctionner et en fait on veut rester dessus et c'est le coach qui avant faisait que gueuler en fait, parce que son mode de fonctionnement c'est de gueuler, mais en fait à un moment les autres en face de nous ils ont besoin d'autre chose et la situation demande encore autre chose et du coup c'est de jongler entre la situation, nous, notre fonctionnement, notre manière de faire et enfin en tant qu'intervenant, entraîneur et la manière dont ceux avec qui on interagit ont besoin, de quoi ils ont besoin eux en fait. Et c'est ce triptyque là qui fait que ces soft skills en fait sont tout le temps en mouvement et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette, mais c'est sentir les choses et parfois on va tomber dedans dans le juste et parfois on va se tromper. Et ça va avoir des conséquences à court terme potentiellement, mais du coup l'idée c'est d'avoir un regard un peu réflexif sur ça et comment, merde je me suis trompé là-dessus, j'ai pas agi de la bonne façon, peut-être potentiellement j'ai gueulé parce que je pensais qu'il fallait les stimuler, puis en fait ils avaient besoin plutôt que je les accompagne, etc. Du coup comment je régule vite avant que ça prenne des proportions et que ça crée un peu des conflits en interne dans les relations entraîneur-joueur ou entre les joueurs. Et ce qui est intéressant c'est que en fait, tout devient collectif dans la performance, parce qu'on ne peut pas performer tout seul. Enfin, je connais aucun athlète qui, sans entraîneur, sans coach, sans parents, sans prépa physique, sans kiné, sans prépa mentale, a performé. C'est toujours un projet collectif. Et en fait, on parle souvent des sports co comme source d'inspiration, du leadership, du management, etc., autour des soft skills. Moi, pour avoir l'expérience aussi en entraînement individuel avec le karaté, avec les équipes de France kata et le ski, en équipe de France sur le télémark, c'est des sports individuels, mais donc déjà aussi en karaté il y a les équipes, mais aussi c'est l'équipe de France. Donc en fait tu entraînes, donc c'est des performances individuelles au sein d'un collectif. Et en fait, créer du collectif dans l'individuel, ça je sais plus qui disait, et créer de l'individuel dans le collectif. Ça, c'est Romain Barnier. Je récupère ça de Romain Barnier. Très très bonne source d'inspiration sur ce traitement du collectif et de l'individu qui est sur les certains nageurs de Marseille. Romain Barnier il explique que tout l'art du manager, c'est de réussir à individualiser dans le collectif, mais aussi rendre collectif l'individuel. Et lui faire comprendre que quand il ne peut pas s'appuyer que sur lui-même, il peut s'appuyer sur d'autres personnes, etc. et que ça crée le projet de performance. Et là, avec le ski, par exemple, tu es tout seul dans ta porte, mais juste avant, à l'échauffement, tu as les autres équipes. Tu as le kiné qui peut être là, ou il peut être à un autre endroit. Tu as le prépa physique, tu as l'entraîneur, tu as l'entraîneur adjoint. Avant ça, le matin, tu t'es levé, il y avait le kiné qui était là. Peut-être qu'il va toucher 2 mots, peut-être qu'il va juste, je sais pas, te mettre un tape, pendant qu'il va te mettre un tape, peut-être qu'il va avoir un contact avec toi, un regard qui va te réconforter, au contraire qui va te motiver. Donc en fait, dans une journée de performance, et ça c'est le backstage que les gens ne voient pas, parce que les gens, quand ils allument la télé et que le coup de sifflet commence ou ça commence, c'est la face immergée de l'iceberg. Mais tout ce qui est derrière de la personne depuis qu'elle s'est levée le matin, il s'est passé plein d'interactions. Et en fait, on peut juste les vivre, ou alors on peut les réfléchir, les structurer. Et à partir du moment où un collectif, qu'il soit pour un sport individuel ou un sport co, donc un collectif d'entraîneurs, de staff ou même de joueurs entre eux, à partir du moment où ils ont décidé de structurer ces temps mous, comme tu disais tout à l'heure, la science molle, que je trouve vraiment bizarre, ces temps faibles, entre guillemets, qui peuvent devenir forts,
en fait, structurer un déplacement. Comment on structure un déplacement? On va se dire, tiens, un déplacement, on va avoir telle règle. On va se donner tel moment. Tiens, il faut qu'on doit tous raconter la blague, ou je sais pas, n'importe quelle règle. Mais tu structures des temps qui n'étaient pas identifiés comme des temps pour performer, mais qui deviennent maintenant des temps actifs de performance. Tu vois? Et ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui peuvent, dans vos réflexions de coach, amener en fait une source supplémentaire de performance. C'est là, dans les témoignages que vous me donnez, on a plein de petits éléments. C'est-à-dire qu'on a qu'est-ce qu'on met en place sur du haut niveau à plusieurs échelles, et chaque brique constitue du coup un cadre propice à la performance à travers les soft skills. Okay, on est là-dessus. Est-ce que vous, en tant qu'individu, que ce soit en tant qu'entraîneur, prépa ou même ancien athlète, vous vous rappelez, parce que c'est quand même un sujet qui vous tient à cœur, est-ce que vous vous rappelez d'un moment où vous êtes dit « Ok, là, cette action-là a été game changer dans cette situation », alors qu'on est justement dans cette science molle, on n'est pas sur cette programmation ou la séance, ou on n'est pas sur du sportif pur, on est sur de la science molle. Je n'aime pas, mais j'ai envie de le redire. Et il vous a dit, s'il n'y avait pas eu ce détail-là, on n'aurait pas gagné, ou on n'aurait pas performé, ou on n'aurait pas transformé cette situation peut-être négative en situation positive. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment dans votre vie où il vous a dit, ok, là, ça vraiment, c'est game changer? Moi, j'ai une situation sur l'effet inverse, pour le coup, par exemple. Ah, mais ça, je pense qu'on en a tous. J'aimerais un petit exemple positif. Si ça ne vous vient pas, je veux bien un effet inverse. Mais Moi, j'ai un effet positif, donc si tu veux donner un effet négatif, c'est bizarre ça, hein, vas-y. Toi, tu as du positif? Oui. Moi, je pense avoir un peu des deux, mais moi, j'ai une situation, vraiment, je me souviens, c'était en espoir avec Massy, je jouais au rugby à ce moment-là. Et sac d'avant-match, discours d'avant-match du capitaine. Et là, il vient vers les gars, dont moi, et il fout des grandes tartes à tout le monde. Et du coup, on est vraiment dans la caricature du rugby, de comment on doit se motiver pour faire un match. Et moi, je suis à l'opposé de ça, c'est que j'ai pas besoin du tout, mais alors pas du tout, de rentrer dans l'affectif pour faire un bon match de rugby. Et ça me sort complètement de mon match. Okay. Complètement. Parce qu'en fait, ça m'énerve et qu'en fait, c'est pas ce dont moi j'ai besoin, et j'ai même pas envie de jouer au rugby en fait. Je suis pas là pour prendre des tartes avant un match. C'est drôle parce que moi, je suis complètement à l'inverse. Moi, si tu commences à me parler doucement, en avant-match, tout doux, tout truc, je me dis, ah voilà, ça y est, et en plus, ça m'irrite. Et du coup, il y a ça, qui est vraiment, je pense, à l'inverse du coup de comment on gère justement l'autre, en fait, de quoi l'autre a besoin. On est vraiment là-dedans. Et sur le positif, je pense que c'est plutôt les aspects cohésion de ce qui se passe autour, de comment on crée un groupe. Enfin, moi, je suis arrivé à Orsay, on était en 4e division. En Fédéral 2, et on n'était pas les meilleurs du tout sur le terrain pour le coup, et on joue jusqu'en demi-finale et on a à 2 doigts de gagner la demi-finale contre une équipe, je pense qu'on peut la jouer 150 fois, on perdra 150 fois, et on est à 8 points d'avance à 5 minutes de la fin du match. On perd le match à la fin, mais et en fait on passe plein de tours en étant toujours moins bon que les autres, mais on avait un truc en plus en fait qu'on pourrait pas, c'est pas dissible en fait de qu'est-ce qu'on avait ensemble, mais en fait on passait plein de moments off, on avait réussi à construire autour de joueurs un peu majeurs de ce groupe en fait, qui disait que on s'y filait en fait 10 fois plus que les autres dans les moments qui comptaient le plus, et en fait on faisait toujours les bons choix dans le bon moment. Et il n'y avait pas forcément c'est pas forcément dissible, mais on avait construit quelque chose au niveau des liens off, justement, sur tout ce que Pablo disait, sur tous ces temps un peu off, sur des jeux, sur des moments communs partagés. Et ce vécu partagé commun, il était bien plus important que, je pense, tout ce que moi j'ai vécu dans mon vécu de sportif en tout cas. Moi, pour faire la transition avec ce que tu disais, il y a 2, pour moi, logiques clés universelles pour être plus performant. C'est plus tu t'entraînes, s'entraîner plus, forcément. Plus tu es capable de t'entraîner, plus tu peux performer, dans le sens où aussi un entraînement bien dosé. Hein. Mais en gros, plus tu t'entraînes, les gens qui s'entraînent plus souvent sont plus susceptibles de performer. Et mieux tu t'entraînes.
Et donc, si tu n'es pas capable d'avoir un levier dans une structure où tu ne peux pas t'entraîner plus parce que les joueurs ne sont pas présents, parce que les athlètes ne peuvent pas être présents plus de fois, parce que si tu t'entraînes plus et que tu n'as pas le niveau de récupération, parce qu'ils n'ont pas de kiné, ils n'ont pas de centre de cryo, de ce que tu veux, enfin bref, bah faut s'entraîner mieux. Et en fait, s'entraîner d'une façon, on va dire, sous-jacente de celle sur le terrain, donc avec les soft skills, c'est s'entraîner mieux. Et moi, dans un exemple, ce qui est bien, c'est que ça va être un exemple très retardé par rapport à toi. Donc tu parlais de l'avant-match. Moi, je prends l'exemple où en fait on était en stage de prépa, donc début de saison. Et le nouvel entraîneur arrive du club avec une très mauvaise réputation. Donc club de D2, on est dans un système, nous, professionnel et semi-professionnel. Les gens se connaissent, les joueurs entre eux, voilà. Ah non, mais ce coach-là, putain, vous avez pris celui-là et tout. Enfin, donc moi-même, a priori négatif. Donc tu vois, tout le monde a un a priori négatif sur ce coach de base, quoi. Et en fait, on fait le stage de prépa. Pareil, prise en main particulière du groupe, pas habituelle, plutôt réservé. Il a du mal à parler aussi, donc on n'entend pas bien. Oui. Pas une question d'accent, ni moi, hein, mais voilà. Donc en fait, il a du mal à se faire entendre. Première chose. La chose qui par contre nous a bluffé tous et qui nous a un peu mis, on va dire, à l'écouter, c'est que, quand je parle de s'entraîner mieux, donc nous on avait une rando à faire, que j'avais organisée avec les joueurs, 1600 mètres de dénivelé, 24 km, enfin là. Le coach, il était complètement hors de forme, hein, pas du tout prêt à faire ça. Il arrive le matin de la rando, on le voit, sac à dos, chaussures de rando, bâton. Et je dis, mais tu vas faire la rando avec nous? Il me dit, bah oui. Je dis, ah, mais t'es sûr? Enfin, moi je te machin, etc. Il a fini la rando, il n'était pas dernier. Il s'est mis, alors, à cause d'une ampoule, etc., d'un joueur, etc., mais il a fini la rando au sommet, donc cime de la Jasse, 2700 mètres d'altitude, etc. Et il n'était pas dernier. D'accord. Et quand je te dis qu'il était dans un état, mais franchement, je pense qu'il m'en a voulu pendant 6 mois, mais il a fini cette rando et il a montré en gros que, parce qu'il n'était pas prêt pour le faire, mais il l'a fait. Et il a fini l'exercice. Et en fait, ce moment-là, il a gagné l'adhésion de son groupe. Il a dit, personne pensait qu'il pouvait le faire. Et je pense qu'il a eu les pires douleurs de sa vie, hein. Je pense le lendemain. Et à ce moment-là, en fait, sur des matchs sur lesquels il disait quelque chose, tout le monde le suivait. Parce que lui, le jour où il fallait s'y filer, il s'y est filé. Et en fait, il a montré l'exemple. En leader, il a dit, voilà, vous ne pensez pas capable de le faire. Je vous montre qu'en fait, les gens qu'on ne pense pas capables de faire quelque chose, ils peuvent y être capables, tu vois. Et donc, c'est l'exemple, il incarnait l'exemple, tu vois. Et un entraîneur entraîne, il doit entraîner les gens, il doit être entraînant. Un entraîneur doit être entraînant. En fait, il a montré qu'un entraîneur, il entraîne. Tu vois. Donc, moi, je trouvais ça incroyable. Et je dis bravo. Enfin, j'ai dit, mec, chapeau. Parce que là, t'as gagné l'adhésion de ton groupe. Enfin, là, c'est bon, on peut y aller là. Ah, et puis, il faut faire attention aussi avec les a priori comme ça, parce que c'est très facile dans le sport d'avoir des retours, que ce soit positifs ou négatifs. Combien de fois c'est arrivé, ah c'est trop bien, tu vas voir, tu vas travailler avec telle ou telle personne, et finalement ça ne correspond pas du tout parce que ça ne matche pas avec le public. On peut être un très bon entraîneur dans tel contexte, puis on se sort de ce contexte-là et on n'est pas du tout adapté. Quand je parlais d'empathie, c'était plutôt capacité de lecture de l'autre et de s'adapter à ce qu'on voit. Moi, je sais qu'il y a des publics, je ne suis pas adaptée à ces publics-là, parce que je suis trop dure, parce que je suis peut-être un peu trop rentre-dedans, parce que grosse personnalité, nanana. Et de l'autre côté, il y a des publics où ça match très très bien. Et combien de fois on m'a dit, tu vas voir, à tel groupe, c'est impossible à coacher. Et en fait, c'est là où je me suis le plus éclatée parce qu'en fait, il y a une sensibilité, il y a une connexion. Et ça, j'ai un peu l'impression que c'est difficile à enseigner, c'est difficile à acquérir. C'est soit on peut avoir des outils,
Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir une palette d'outils. Quand tu interviens en formation, j'ai adoré. Moi, j'étais là comme une petite souris sur le côté. J'ai vu qu'il y avait plein de petits ateliers que tu avais mis en place avec les stagiaires qui sont géniaux. Mais pour les utiliser à bon escient, au bon moment, parfois, on va te... Moi, il y a des choses, quand j'étais joueuse, que je n'aimais pas du tout. C'est qu'on me force à faire des routines parce qu'en équipe de France, on fait comme ça, par exemple. Donc, on va imiter ce qui est fait en équipe de France ou en équipe de Norvège ou j'en sais rien. Et on va essayer de faire la même chose parce qu'eux, ils font comme ça, donc on va faire la même chose. Sauf que nous, notre groupe, potentiellement, ça ne correspondait pas. Et moi, je me sentais ridicule de faire ça. Donc, ça m'enlevait toute ma capacité d'être agressive sur terrain, etc. Parce que j'avais l'impression de faire quelque chose d'idiot. Et ça, c'est très le regard de soi. Quand tu es dans un groupe, être entraîneur et avoir la capacité de se dire... C'est pas parce que j'ai appris ça en formation, pendant mes diplômes, pendant mes dernières certifications, qu'il faut absolument que je le mette en place. Parce que ça ne correspond pas à mon groupe. Et ça, comment vous faites, à un moment donné? Toi, tu as parlé de « j'essaye quelque chose, ça ne marche pas, vas-y, je change mon fusil d'épaule ». Est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu t'es dit « je me suis engouffré dans une strate » et en fait, ça ne fonctionnait pas du tout. Là, j'ai dû changer mon fusil d'épaule parce que j'ai voulu mettre en place telle routine et en fait, ça ne matchait pas avec mes joueurs, avec mes joueuses, parce que tu travailles aussi à Bretigny avec les féminines. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit là, je me suis trompée? Moi, je suis un entraîneur qui est un peu dur. Enfin, je suis exigeant. Du coup, j'en demande beaucoup. Et par exemple, moi je me souviens une des premières séances, je pense que c'était la première année que j'intervenais sur le défi, je connaissais pas du tout le public féminin déjà. Et je suis assez dur et je suis assez direct en fait. Et je suis assez direct et voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais si ça plaît pas, j'essaie de le voir et derrière je vais essayer d'expliquer pourquoi que c'était pas, voilà, c'est pas méchant en fait, c'est juste, on est dans l'urgence de l'entraînement un petit peu et du coup, et c'est pas fait pour, en tout cas mes mots sont pas faits pour vexer, mais ils sont là pour être dynamiques et que ça bouge et que ça vive l'entraînement. Et à un moment, c'est une fille qui était plutôt très véloce contre une pilière, un pilier. Et du coup, je lui dis, là, à un moment, elle est grosse. Toi, tu es plutôt rapide. À un moment, il faut que tu la contournes. Sauf qu'en fait, avec les gars, ça marche. Il n'y a aucun problème de dire, voilà, c'est un rapide contre un gros. Parce qu'au rugby, voilà, c'est les mots qu'on utilise pour jouer devant. Sauf qu'en fait, avec des filles, ça passe pas. Et en fait, la fille en question qui joue le pilier… Ça dépend de l'âge, parce que chez ma génération… ça va dépendre des filles surtout, en fait. Mais du coup, la fille en question, elle s'écroule. Et en fait, fin de l'entraînement pour elle, parce que émotionnellement, c'était pas… Enfin voilà, c'était une… Et moi, je l'avais pas du tout perçu comme ça. C'était dans mon… J'avais l'habitude d'entraîner des gars, et en fait, avec les gars, il n'y a aucun problème. Et là, en fait, tu te rends compte que tu parles pas du tout de la même manière selon qui t'as en face de toi, en fait. Et moi, c'était au début c'était il y a presque une dizaine d'années maintenant, mais du coup, je savais pas je n'avais pas pris la mesure à ce moment-là. Maintenant, j'en ai la mesure et du coup, tu adaptes vraiment ton discours. Et moi, je suis beaucoup moins direct dans mon approche, par exemple, avec les filles ou avec des jeunes du club, avec certains jeunes, parce que je sais que, j'ai appris à savoir qu'en fait, eux, voilà, c'est pas la même chose que d'autres. Et que du coup, il y en a avec qui je peux être beaucoup plus exigeant, il y en a avec qui je peux leur mettre des taquets parce qu'ils en ont besoin. Mais on en a discuté en amont de savoir de quoi ils ont besoin, comment ils fonctionnent, comment je peux les motiver, comment je dois les impliquer, comment je dois réguler avec eux. Est-ce qu'on est seulement sur du technico-tactique ou est-ce qu'on est un peu plus pinçant, on va dire, pour que ça matche un peu plus, quoi. Et avec les filles, d'être un peu plus en délicatesse, on va dire. Enfin, pas en délicatesse, mais en tout cas… Voilà, même si je reste dur pour elle, je le suis beaucoup moins que je peux l'être avec les gars. Moi, ta question, Anna, elle me fait penser à une super citation que j'ai déviée, on va dire, un tout petit peu de… Je crois que c'est Churchill qui l'a dit, mais c'est en gros… c'est tentant. À la base, tous les plus grands opérateurs physiques ont fait L, évidemment. C'est vrai. C'est en gros, c'est tentant si tu utilises le marteau de la meilleure des façons, de tout traiter comme si c'était un clou. Tu vois? Alors que si tu as une vis en face de toi, le marteau, il sert à rien. Il te faut un tournevis, en fait. Tu vois? Et puis, si tu as autre chose, il faut un truc à couper, il faut des ciseaux. Tu vois? Et le problème, c'est que des fois, les gens, ils savent hyper bien utiliser le marteau, donc ils se disent, c'est tous des clous. Donc, j'utilise mon marteau, quoi.
Tu vois, c'est un peu la réflexion que tu as eue. Et moi, ça me fait penser à une façon que j'ai eue de préparer une grosse compétition avec les skieurs. Donc ski milieu très particulier, des skis donc, milieu de montagne, c'est un sport outdoor, c'est un sport individuel, mais tu es dans une équipe, dont j'en parlais tout à l'heure. Et en fait, j'étais en mode équipe, et moi j'ai la culture donc, sport co, très ancrée. J'ai vécu des grosses performances avec le sport co. Et en fait, le jour de la première journée des championnats du monde que j'ai vécu la première fois avec eux, avant la compétition, je les réunis et je leur fais un petit discours un peu motivationnel que j'utiliserai, pas un gros truc, hein, mais et à la fin, je leur tape dans les mains comme ça. Et je regarde et je vois, ça réagit hyper bizarrement. Enfin, ils savent pas quoi faire, quoi. Ils savent pas, c'est pas leur milieu. En fait, j'ai utilisé une routine de sport co dans un contexte complètement différent. Ils n'ont jamais fait ça, les mecs. Ils n'ont jamais fait des discours d'avant-match. Parce qu'il n'y avait pas de match. Parce que eux-mêmes, ils sont dans leur routine. Ils ont fait la reconnaissance. Ils sont dans un truc très visuel. Ils ont besoin de calme. Ils ont besoin de sérénité. Ils ont besoin de savoir exactement quel mouvement ils vont faire. D'ailleurs, après des différents échanges et tout, il y en a, ils sont dans l'auditif. Donc, ils ont besoin de pas beaucoup de bruit. Parce qu'ils se reconnaissent au son du ski. De tracé. Donc, un tracé très long, rapide, etc. Et d'autres, ils sont dans le visuel, donc ils doivent reconnaître leur piste. Donc j'imagine que dans d'autres sports qui sont associés à ça, le ski, le VTT, enfin l'automobile, etc., il doit y avoir des performances associées là-dessus. Et en fait, ils avaient tout sauf besoin d'un mec qui leur parle de l'énergie collective. Ils avaient besoin d'être individuels. Là, il fallait individualiser le collectif, quoi. Et moi, j'ai voulu collectiviser le collectif. Enfin, l'individuel plutôt, quoi. J'ai voulu ramener du collectif, alors que c'était pas du tout le moment. Donc en fait, je me suis totalement trompé, mais ça m'a fait une super leçon. Et en fait, en faisant ça, après, le coach m'a laissé faire. Il m'a dit, tu sais, Pablo, c'est cool, hein, mais nous, c'est pas du tout notre routine, quoi. Et du coup, bah, c'est très bien, parce qu'en fait, ça m'a fait une super expérience, et j'en parle maintenant. Et en fait, j'ai fait une routine qu'on associerait à un sport co dans un contexte qui n'était pas du tout adapté. Et en fait, du coup, c'est ma réflexion, c'est si tu connais une technique de prépa mentale, par exemple, parce que tu as appris ça, ou de prépa physique, mais en l'occurrence de soft skills, si par exemple tu as appris une technique de sophrologie ou de respiration, bah en fait ça se trouve qu'elle ne se révélera pas à tout. Donc il faudra peut-être que tu élargisses ta boîte à outils, parce qu'en fait, plus tu auras d'outils, plus tu pourras résoudre des situations, plus tu pourras bricoler. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est vraiment lié aux cultures. Enfin, en fait, je pense que dans chaque structure, il y a une culture particulière, qu'on ne fait pas la même chose au hand à Paris qu'à Marseille, je dis n'importe quoi. Pas la même chose au rugby, mais même au sein de certains clubs d'Île-de-France, on ne fait pas la même chose au Racing qu'à Massy. En fait, chez les jeunes, parce que c'est pas les mêmes publics, c'est pas la même culture. Et au sein même d'une même équipe, chacun a en plus des cultures différentes, avec une création sociale, un bagage qui est propre à lui et du coup des sensibilités différentes. Et je rejoins vraiment ce que tu dis sur... en fait, l'idée c'est d'avoir la plus grosse trousse à outils, entre guillemets. Et en fait, d'essayer de sentir qu'est-ce que je mets en fonction de ce que j'ai en face de moi, tout le temps. Et d'être là-dedans. Et plus du coup on a de connaissances en amont sur ce qu'on peut délivrer, plus c'est facile, entre guillemets. En tout cas, plus on a d'outils pour intervenir dans une quête d'efficacité et d'optimisation de l'individu ou des individus qui sont en face de nous. C'est marrant parce que j'ai eu exactement ce problème quand je suis partie en tant que CTF Occitanie d'Altéro. Parce que du coup, pendant les stages, on avait des athlètes, donc c'est les moins de 20, hein, donc des athlètes de Midi-Pyrénées, du Languedoc, enfin un peu partout en Occitanie. Et c'est très vaste l'Occitanie. Et donc selon les clubs, il y a vraiment des cultures très ancrées. C'est-à-dire en altéro, déjà entre je viens du Lot ou je viens de Toulouse, Montauban ou je viens de Clermont-Lérault, ça tire pas pareil, ça n'a pas du tout la même façon de s'entraîner. Et donc là, on arrive sur surtout l'adolescence où c'est assez... adolescence, jeune adulte, où déjà c'est compliqué parce qu'on se construit en tant qu'individu, on se construit en tant qu'athlète et on se construit au sein soi-même seul et au sein d'un collectif, entre guillemets, dans un sport individuel. Parce qu'on t'oblige en équipe de ligue à être dans un sport collectif, entre guillemets, sur un sport qui est de nature individuelle. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, moi je suis arrivée en venant en tant que en prépa physique du rugby, sport co, que du sport co, que du sport co, que du sport co. J'arrive en tant qu'entraîneur
Et je mets en place pendant les stages, sur le premier stage à Font-Romeu, je mets beaucoup de choses, que je faisais au rugby, en stage rugby. Il y a eu quelques petits flops, notamment quand je les faisais faire des relais en équipe sur du cardiovasculaire, un peu en type crossfit, relais, machin. Tu fais quoi, des haltérophiles aussi, toi? Mais alors, d'un côté, j'ai eu... il y en a certains, ils ont adoré. Ils se sont mis dedans en mode l'équipe, on est en équipe, donc on va au sacrifice pour l'équipe. Et de l'autre, j'ai vu des gamins qui sont si moi je performe pas, moi je m'en fous de l'équipe, entre guillemets, c'est moi d'abord. Mais si je fais quelque chose, un exercice dans lequel je suis pas bon, je vais abandonner. Parce que j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on voit que je suis pas bon, et puis c'est pas grave, et je vais arrêter. Alors que moi, mon discours, c'était on n'abandonne pas l'équipe, on va au sacrifice pour le copain. Même si tu n'es pas bon, c'est pas grave, tu fais 10 reps, etc., etc. Et ça, en fait, ça ne résonnait pas chez eux, de dire on va au sacrifice pour le copain. Alors que pour moi, ça a du sens, pour d'autres, ça a du sens, mais aller chercher ce collectif-là, ça n'avait pas de sens sur certains individus, donc certains jeunes athlètes. Et moi, je me suis retrouvée un petit peu... ça a touché ma sensibilité, parce que je me suis dit, mais quelle est la chose la plus exceptionnelle? Enfin, pour moi, c'est une valeur, aller au sacrifice pour l'autre, c'est au-dessus de tout. Et je me suis heurtée à ce moment-là à une autre vision, qui est une vision de... en fait, moi, je suis là pour performer moi, pour me mettre en avant moi. Et en même temps, quand je vais sur le plateau en haltéro, c'est moi, tout seul, devant les arbitres. Donc, c'est normal. C'est normal d'être dans cette config-là. C'est pas une mauvaise chose. Et moi, j'ai porté un jugement en tant qu'entraîneur. J'ai porté un jugement sur une sensibilité qui, finalement, c'est moi qui suis dans l'erreur à ce moment-là. Et j'ai mis du temps j'ai mis une journée à traiter cette information et à me rendre compte que c'était moi qui étais dans l'erreur. Et c'est difficile en fait de changer son fusil d'épaule tout de suite. Ça demande déjà de se dire c'est moi le fautif ou moi la fautive. Parce que, surtout avec des publics jeunes, c'est pas eux. Nous, on est censé être les référents. C'est à nous nous adapter. Et puis, de toute façon, dans notre métier, c'est à nous de nous mettre au service de l'athlète, pas l'inverse. C'est comme ça que je le vois. Après, je sais pas. Et c'est très dur. Je trouve que c'est assez difficile. Et moi, je suis assez admirative des gens qui arrivent à s'adapter à un public très large. Moi, par exemple, Pablo, j'ai l'impression que toi, tu peux tout coacher. Tu peux coacher n'importe quel sport, à n'importe quel niveau. Féminin, masculin, ça match. Alors qu'il y a des entraîneurs, ne venez pas au féminin parce que ça ne matchera pas. Et il y a des entraîneurs qui sont excellent sur le féminin, mais sur le masculin un peu moins bon. Ou sinon sur des tranches d'âge. Moi, il y a des tranches d'âge, je sais que je vais être moins bonne que des collègues où je suis hyper impressionnée parce que ça fonctionne très bien. Et du coup, moi, je suis hyper impressionnée de personnes comme Pablo, parce que je connais son travail plus que le tien, qui arrivent à coacher n'importe qui, n'importe quand. Ou peut-être que je me trompe. Non, après, j'ai eu pas forcément aussi des joueurs que j'aurais pu coacher et que j'ai optimisé au mieux. J'ai pas exprimé mais c'est vrai que déjà j'ai eu envie, parce qu'il y a beaucoup de carrières qui sont on va dire monocycle, quoi, avec je vais faire ma carrière dans le rugby, dans l'haltéro, dans le basket, etc. Très peu de préparateurs physiques font beaucoup de disciplines. Moi, si on résume, j'ai le sport co, rugby, handball, basket, si je prends mon stage de 2013, quand j'étais en formation de préparateur physique, il y a 12 ans. J'ai le ski, j'ai le karaté, j'ai le sport automobile avec Peugeot Motorsport, j'ai le wingfoil, donc les sports nautiques, avec Axel Gérard. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, on peut imaginer beaucoup d'environnements. Simplement, je pense, ce que tu disais, Baptiste, ça me fait un bel écho. Il disait qu'il n'était pas du tout sensible sur le discours à l'aspect affectif. Et pourtant, je sais que toi, tu peux mettre beaucoup d'affect, par exemple, dans un moment. Et d'ailleurs, tes capacités maintenant professionnelles expriment le fait de réussir à utiliser l'affect pour performer, etc. Et toi, tu disais justement qu'en tant que joueur, tu n'étais pas du tout sensible à l'affect façon en tout cas capitaine de l'équipe de l'époque. Et moi, je t'ai vu évoluer en tant que joueur, j'étais en staff dans lequel tu évoluais aussi à Massy.
Et c'est hyper intéressant parce que j'ai compris progressivement en observant toi ou d'autres joueurs hein, que en fait, au sein d'une même équipe, tout à l'heure on parlait d'Avengers, en fait, il y a, je pense, à réussir à trouver le levier commun, et il n'y en a pas beaucoup, d'une équipe ou d'une organisation ou d'un projet, il y a des leviers communs qui vont réussir tout le temps. Et ensuite, chaque individu ou chaque élément de l'organisation a un levier qui est préférentiel sur lequel en fait, il faut prendre en compte la priorité et délaisser le levier que tu aurais imaginé prendre en compte avec le reste du groupe ou avec un autre joueur. Exemple, dans une équipe, tu peux avoir le mec qui est le rebelle. Le gars qui va faire chier tout le monde, qui va jouer avec les règles, qui va être toujours à la limite de leur jeu, on va dire, en termes de discipline, etc. Bah, du demi-mêlée, n'importe quel. Ça peut être dans un individu d'un sport co comme un sport individuel. Hein. Tu prends dans les équipes d'athlétisme, il y a toujours un mec qui va être tatoué ou la tatouée, qui va être grande gueule, etc. Alors qu'à côté, tu as un Christophe Lemaître qui va être tranquille. Enfin, tu as toujours dans les organisations un profil comme ça qui va être un peu border, qui va être là pour tirailler, pour être le rebelle, la révolte, mais qui va être hyper sensible au fait de savoir que tu l'as vu, il était là. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il a besoin, c'est de montrer qu'il est là. Alors qu'inversement, tu as le bagarreur, le combattant qui va travailler, qui va être là 8 heures avant l'entraînement, il va être là 2 heures après l'entraînement, c'est lui qui ferme le gymnase, etc. Il prépare tous ses trucs avant match, alors que l'autre, si tu les coaches de la même façon, et si tu les considères de la même façon, c'est impossible. Le travailleur, le besogneux et le folklore, mais les deux vont te faire gagner le match. Hein. L'autre parce qu'il va faire péter un câble à l'adversaire, parce qu'il va, je sais pas, lui tirer le maillot, enfin j'en sais rien, mais il va jouer avec la règle, ou il va lui faire, je sais pas, enfin bref, j'imagine plein de situations possibles. Et l'autre qui va être le travailleur, qui va être là au charbon quand ça va être dur, etc. Les deux vont te faire gagner le match, mais pas de la même façon. Et donc si tu dis à tout le monde, les gars, on s'y file, c'est la guerre, machin, en fait lui il s'en fout de la guerre. Lui il veut c'est rigoler et faire chier l'autre, tu vois, parce que sa motivation personnelle, elle est de montrer qu'il est là et qu'il est différent des autres. Et inversement, si tu dis les gars, c'est la famille, c'est les copains, on se fait plaisir, le besogneux il dit oh, mais moi j'ai bossé 2 fois plus que les autres, c'est pas juste parce que c'est mes potes, parce que moi je vais réussir machin. Donc en fait, ça revient au même d'utiliser les outils, mais les éléments que tu coaches, quand je dis les éléments, c'est-à-dire que les personnes, te donnent autant d'informations finalement sur la solution pour performer. Simplement, c'est un peu comme en maths, il y a des règles, des théorèmes qui sont communs tout le temps. Il y a des choses sur lesquelles tu sais que c'est le point commun et c'est les règles qui font, pour le coup, être les règles du groupe. Et je sais ceux qui parlaient de valeurs. Je pense qu'une des stratégies premières pour performer, c'est de réussir à créer un groupe avec 1 ou 2 valeurs, parce qu'il ne peut pas y en avoir beaucoup plus, hein, je pense, communes. Et par exemple, là, moi, je vois, parce que désolé, je suis parisien, hein, mais on est parisien, mais je vois le PSG de cette année, on performe, je pense, quand on est un groupe comme le PSG, parce qu'on a un groupe qui est mieux identifié, avec des joueurs plus concernés par la performance collectivement que leur performance individuelle. Alors oui, on pourrait expliquer parce que c'est des joueurs moins connus, machin, etc. Mais au final, ils sont plus performants, d'accord ? Ensemble. Donc, parce qu'ils interagissent mieux ensemble. Mais surtout parce qu'un coach, je pense, Luis Enrique, entouré de son staff, puisqu'il évoque le fait d'être constamment entouré du préparateur mental, j'ai plus son nom, peut-être que tu l'as, mais du PSG, mais un coach qui a identifié qu'en fait il avait des joueurs différents, qui coachaient différemment, et qui ne coachait pas juste une équipe de stars, ou qui ne coachait pas juste une équipe d'enfants, ou de mecs qui allaient gagner. Il ne coach pas pour gagner avec des champions, il coach pour jouer le mieux possible. Le problème, c'est que si tu coaches parce que tu veux gagner la Ligue des Champions, peut-être que c'est souvent en oubliant l'objectif que tu as réussi à atteindre. Des fois, tu te dis, les gars, on va juste essayer de bien jouer ensemble, de mieux se comprendre, d'interagir au mieux, et de voir quel peut-être résultat ça peut obtenir. Et ça se trouve qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. J'aimerais bien, mais voilà.
Donc, C'est le petit message personnel. Voilà, allez Paris. Voilà. Merci. Non, et je reviens sur ce que parce que ça m'a fait penser. Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub pour Netflix, mais moi j'aime bien les docs sportifs de Netflix parce qu'ils ont une façon de mettre au centre l'humain entre guillemets. Et ça m'a fait penser, je me rappelle plus du tout du nom de la série, mais Secret d'entraîneur. Non, qui suivait les sprinters avant les Jeux de Paris tout le long. Et à un moment donné, tu vois la différence entre les sprinters américains et jamaïcains, où d'un côté, j'essaye de faire énormément de bruit et de prendre de l'espace dans la zone de chauffe pour montrer que je suis là et je fais état. Les sprinters jamaïcains beaucoup plus posés, je fais mon truc. Et ça se réglera sur la piste après. Sur le partant. Et ça c'est assez rigolo de voir ces différences-là, comment j'intimide ou non. Et du coup, ça serait, je ne me rappelle plus du nom de la série, mais regardez-la, vous allez la trouver facilement. Et ça me permet de rebondir sur les recos, parce que je vous ai demandé de me préparer quelques recommandations, que ce soit podcast ou autre, par rapport à la performance, ou potentiellement directement les soft skills, du coup, le sujet du jour, que ce soit des livres ou autres. Qu'est-ce que vous m'avez préparé, ou qu'est-ce que vous nous avez préparé d'ailleurs? Moi, juste je rebondis très rapidement sur ce que Pablo disait, et ce que tu as dit aussi, c'est que pour moi, dans le sport, on a tous notre personnalité, chaque athlète a sa personnalité, et qu'en fait, notre personnalité a fait déjà dans des milieux prépa mentaux, prépa physique, où en fait on intervient sur du multisport et sur du multi-athlète. En fait, si on fait un sport, c'est pas anodin, c'est parce qu'on a une sensibilité pour ce sport. Et en fait, si on fait un sport collectif, c'est parce qu'on a besoin d'être dans un groupe. Et même dans un sport co comme le rugby par exemple, si je joue pilier ou si je joue numéro 10, c'est parce que j'ai une certaine personnalité. J'ai aussi un certain physique, mais j'ai surtout une personnalité qui fait que j'ai tendu vers ce poste. Et je pense que du coup, dans le multisport, ça s'entretient beaucoup. Et ce que tu disais sur le fait de l'haltérophile, où tu t'es trompé, tu disais que tu t'étais trompé c'est qu'en fait, cette personnalité, c'est lui, qu'est-ce qu'il est et de quoi il a besoin. Pour moi, il y a vraiment ce point-là qui est hyper important et d'apprendre d'abord, pour moi, la première séance, que ce soit un entraînement, un prépa physique ou un prépa mental, c'est en fait qui j'ai en face de moi et est-ce que la personne que j'ai en face de moi a la conscience de qui elle est. Ah oui. Ouais. Et est-ce qu'elle déjà sait qui elle est et moi peut-être que je peux l'aider à savoir un peu mieux qui elle est. Ça c'est le premier point. Et par rapport au PSG, à l'exemple là, pour moi on se trompe souvent d'objectif. On est sur le résultat, sauf qu'en fait le résultat il n'est pas maîtrisable. C'est qu'on joue au foot contre quelqu'un en fait. Et que il a aussi le droit d'être bon. Et que du coup moi qu'est-ce que je peux maîtriser. Et c'est ça le cœur du métier, des métiers qui interviennent sur la performance, c'est comment je peux apprendre à mes athlètes à mieux maîtriser ce qu'ils peuvent maîtriser. Que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau technique ou tactique. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je maîtrise et qu'est-ce que je peux mieux maîtriser. Puis il y a des choses que je ne saurais jamais faire et c'est pas grave. Mais du coup, je peux pas me tromper là-dessus. Je pense qu'il y a un enjeu de ne pas se tromper là-dessus. Je sais pas si… Ouais, carrément, je suis d'accord. Complètement sens. Et surtout, ce que tu dis, qu'apprendre à l'athlète à apprendre qui il est, c'est hyper important. Parce que souvent, on est des sportifs, on leur dit qui ils sont. On choisit en fait. C'est le nouveau Zidane. C'est la pépite. C'est le futur. Lui, c'est l'ancien champion du monde. Enfin, tout le monde leur dit qui ils sont. Et des fois, tu leur dis, mais en fait, pour toi, t'es qui? Et ouais. Donc Lao Tzu disait, connaître les autres, c'est force. Se connaître soi-même, c'est force supérieure. Donc ça, c'est important. Tu vois. Donc c'est pas ma ref, mais voilà. C'est hyper important. C'est une force supérieure de se connaître soi-même. Il y a un vrai enjeu. Et du coup, pour aller sur tes recommandations, pour moi, il y a un podcast qui est super, qui est sorti dernièrement. Là, c'est un podcast qui a été, c'est le projet de Team Sport de la Fédération française de rugby, qui a été orchestré par Michael Campo notamment, qui est en charge de la prépa mentale à la Fédé de rugby, et où en fait, il est vraiment sur tous ces soft skills, avec à chaque fois des interviews entre des chercheurs, des maîtres de conférences d'université et des entraîneurs de rugby qui font le lien vraiment ou de basket. Il y a pas mal de sujets sur la dimension collective en fait de la prépa mentale et comment on intègre ça en tant qu'entraîneur vraiment.
Il a fait un bouquin aussi avec Jahit, enfin deux chercheurs, sur la dimension mentale dans le rugby ou dans le sport collectif, un truc comme ça, qui est vraiment qui est vraiment apporter les entraîneurs. En fait, c'est vulgarisé, c'est de la connaissance pure de recherche qui est vulgarisée pour les entraîneurs. Et je trouve que c'est avec une vision systémique de la performance. Et ça, c'est vraiment, je trouve, intéressant. Et c'est vraiment accessible à tous. Pour moi, c'est deux choses qui sont vraiment très bien. Et après, il y a des livres. Enfin, pour moi, il y a deux livres vraiment majeurs. C'est un sur les All Blacks. Je crois que c'est James Kerr qui a écrit ça. C'était un intervenant sur le staff des Neo-Z sur la Coupe du Monde 2011, je crois, ou 2015, je ne sais plus. Ça s'appelle Leçons de leadership ou 15 leçons de leadership, un truc comme ça. Où vraiment, il est, voilà, comment ils fonctionnent eux, en fait. Alors évidemment, c'est pas transposable parce qu'il y a une culture, mais il met en valeur le poids justement de la culture, et notamment de la culture maori, de la culture du rugby en Nouvelle-Zélande, etc. Comment ils se la sont appropriés dans le projet collectif et dans voilà, ce que tu disais par rapport au PSG, le groupe. Notre groupe à nous, c'est quoi, et c'est quoi notre force à nous, c'est quoi nos objectifs, et voilà. Et le bouquin d'Onesta, Le règne des affranchis, ça s'appelle, où là, pour le coup, pareil, sur les soft skills, il y a quand même pas mal de choses à apprendre, je pense. Ah ouais. Oh, cool. Moi, alors putain, moi je suis pas docteur, hein, donc désolé, hein, je me suis arrêté un tout petit peu avant. Mais j'ai pas les mêmes rêves, mais Ted Lasso, une série sur Apple TV, je crois, si je me trompe pas, ils vont sortir la saison 4 bientôt. Ah, voilà, c'est une pépite, c'est une pépite de formation divertissante, contrairement aux formations qui sont plus techniques et de terrain comme nous, mais c'est très divertissant quand même. Ted Lasso, c'est en gros l'histoire d'un entraîneur qui a réussi en football américain, donc un entraîneur d'Amérique aux États-Unis, qui est recruté par un club anglais dont la présidente veut absolument se débarrasser de ce club parce que c'est le club de son ex qui l'a trompé. Et donc, elle va tout faire pour faire du coup capoter le projet du club en amenant cet entraîneur qui vient du football américain. Voilà. Et du coup, c'est un club Et de quoi? l'histoire, c'est un club de football anglais. Ah, de première foot, ligue, voilà. Ok. Ça ressemble à Aston Villa, mais c'est pas Aston Villa, mais je crois que c'est West Ham. Enfin bref, c'est issu. Et en fait, c'est l'histoire de cette arrivée de ce coach au club. Et voilà, je vous dis pas la suite, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'ai sur un bouquin qui m'a beaucoup inspiré, c'est Jean-Louis Etienne, qui s'appelle Frontières. Et le sous-titre, c'est On ne dépasse pas ses limites, on les découvre. Et là-dessus, pour se connaître soi-même, donc c'est quelqu'un qui est un explorateur, un scientifique qui a fait une exploration notamment pour aller au pôle Nord, genre le vrai pôle Nord, quoi. Sauf qu'il se déplace tout le temps, donc c'est un peu un objectif inatteignable, à part quand par un peu miracle, tu y arrives. Et c'est un super bouquin. Et après, pour rester plus dans la partie perf et sport, j'ai beaucoup apprécié du coup le gros manuel de l'encyclopédie de la préparation mentale aux éditions Fort Trainer, sur lesquels en fait on regroupe énormément d'études, d'applications de terrain et en même temps de réflexion et d'outils pour pouvoir intégrer la préparation mentale sans forcément passer par une grosse formation, mais ça donne des billes pour s'initier. Parce que c'est un sujet qui est vaste, c'est un vrai métier en fait, hein, préparateur mental comme préparateur physique, mais en même temps, avoir cette bivalence d'approche psychologique si je suis préparateur physique et en même temps de mieux comprendre le terrain si je suis préparateur mental, moi je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. Oui, parce que toi, Baptiste, tu as un doctorat donc, en psychologie du sport. Mais il me semble, Pablo, qu'au-delà du fait d'être préparateur physique, tu as passé, c'était APMS. La formation APMS, ça s'appelait la PSPM à l'époque. À l'époque, de transfert en préparation mentale. Ouais, c'est ça. Et vous intervenez tous les deux sur la 3PS, donc la formation pour les préparateurs de préparation physique. Donc vous êtes tous les deux formés là-dedans avec une application qui est différente et un niveau aussi de formation différent avec des ramifications différentes. Mais c'est hyper intéressant parce que finalement vous vous retrouvez dans plein de choses.
Et du coup, je trouve quand même que ça reste cohérent. Il n'y a aucun moment, ça se contredit. On y a quand même une cohérence. Donc finalement, science molle, mais science quand même, puisqu'on a... C'était un mot science molle, c'était vraiment parce que c'est la caricature de ce qu'on en dit, mais Ouais. Ah, moi, c'est c'est- intéressant. que finalement c'est quand même assez important, je pense. Et du coup, avant de vous libérer, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je vous libère, malheureusement, je vous ai demandé à tous les deux de me ramener un petit objet totem ou une anecdote vraiment très représentative pour vous. Et du coup, ça sera le dernier point final avant qu'on se quitte. Monsieur Pablo Amouche. Monsieur Amouche, ouais. Moi, je vous ai pris un carnet. Bon, en l'occurrence, parce que j'en épuise pas mal, mais celui-là, c'est en plus un carnet tu vois, de cadeaux de karaté d'une de mes athlètes. Et pourquoi un carnet? Parce qu'en fait, en tant que préparateur physique, ce qui m'impacte plus sur les soft skills, c'est ce que je vais écrire. Et en fait, j'ai découvert la puissance de ma parole et de mes discours ou de mes écrits, de mes messages que j'envoie aux athlètes, grâce progressivement à l'implication que j'ai eue en utilisant la préparation mentale et les soft skills et en me formant sur ça. Et en fait, c'est le vrai game changer et la vraie différenciation que j'ai, je pense, en prépa physique avec mes athlètes, c'est la capacité que je vais avoir de leur transmettre l'énergie et la motivation pour aller chercher des perfs. En plus de, oui, les compétences de méthodologie d'entraînement, de planification, enfin bref. Les sciences exactes, les sciences dures que j'ai, les hard skills. Donc en fait, moi, ce que j'écris, c'est ma deuxième planification d'entraînement, quoi. C'est là-dedans, il y a des idées, des citations, des textes que j'écris pour les athlètes ou pour les équipes. J'ai même écrit un livre pour Annecy Le Handball qui s'appelle La Voix du pain, qui est du nom de l'ancien entraîneur. J'en ai écrit un bouquin en 4 chapitres. Enfin bref. Voilà, donc j'utilise l'écriture et donc le carnet. Donc j'ai un carnet d'entraînement évidemment où je note mes entraînements, mais là c'est un carnet en fait d'écrits, de discours ou de petits soft skills speech. Donc j'utilise ça. Voilà, ça c'est mon objet totem Trop bien. pour la perf. Voilà. Trop bien. Baptiste? Moi c'est dans un autre style, du coup je l'ai oublié, mais j'aurais pris j'avais jamais vraiment réfléchi à un objet totem. Mais pour moi, l'objet le plus représentatif des soft skills, c'est une dame d'un jeu d'échecs. Déjà parce que en fait, le sport, pour moi, c'est un jeu. Pour moi, ça reste un jeu et en fait, peu importe le niveau, peu importe la performance, si les athlètes ils ont commencé à faire un sport, c'est parce qu'ils y prenaient du plaisir. Les motivations ont pu se tourner sur autre chose, mais d'abord, c'est un jeu. La dame parce que c'est le jeu, le pion le plus fort du jeu. Et que, en fait, dans les échecs, on doit toujours avoir des coups d'avance. Et que quand tu entraînes, ton job à toi, c'est d'être en avance sur ce qui va se passer. C'est que même si tu gagnes, c'est comment tu vas faire ce qui va se passer après. Que si tu perds, tu es déjà dans la projection d'après aussi. Et du coup, d'avoir des coups d'avance pour faire au mieux et surprendre. Surprendre par ce que tu fais, par tes mouvements, par ce que tu mets en mouvement dans ce que tu fais, les athlètes et surtout tes adversaires. Côté très stratège, hein. C'est bien parce que vous êtes complémentaires, il y a quelque chose. Oui. On a le poète et le stratège. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était, comme d'habitude, très intéressant d'avoir des interlocuteurs comme ça. Pour moi, je prends du plaisir là-dedans. Donc merci d'être venu et merci puis à on va se revoir notamment dans le cadre de nos formations chez Transfert. Et on se dit à bientôt. Merci à bientôt. beaucoup. Merci. À bientôt.